Ce Orlando Magic déjà, peut-être pour vous faire une petite introduction tranquillement, avant de vraiment débuter toute la preview et ce qu'on s'est dit. Qu'est-ce que ça t'évoque le Magic par rapport à la saison passée? Est-ce qu'il y a des choses pour toi qui te viennent forcément à l'esprit d'un coup, d'un premier abord, en parlant de la franchise d'Orlando? Ouais, moi cette franchise, l'an dernier, je me suis dit que la saison m'intéressait pas nécessairement. En tout cas, en début de saison, je regardais l'effectif et je me dis ça me paraît un peu laborieux. Et puis, je les ai vus jouer en deuxième partie de saison, notamment un match contre les Wolves où ils ont été plutôt très bons. Kaoelito s'en souvient peut-être. Et en fait, je me suis dit, mais entre le retour de Fultz, le fait qu'il y ait un petit peu deux générations, en fait, c'est marrant, cette équipe du Magic, il y a deux reconstructions qui se chevauchent. Il y a la reconstruction qui a échoué avec les Mobamba, Jonathan Isaac, etc. Et puis il y a celle avec les Cole Anthony, Jalen Suggs. Et finalement, en fait, c'est deux générations qui sont assez proches et ça donne du coup, je trouve, quelque chose d'assez riche dès maintenant. Même s'ils vont pas tous faire partir de l'avenir de l'équipe, a priori, on a quand même, finalement, sur tous les postes, on a des joueurs assez intéressants, quoi. Ouais, complètement, je te rejoins. C'est un peu en relisant l'effectif et autres que je me suis fait cette remarque aussi, en me disant aussi si il n'y avait pas déjà un premier abandon à avoir sur certains joueurs. Je pense que cette année pourra peut-être répondre à la question. On a vu quand même que Momamba a été prolongé, mais on va y revenir. Et puis, je vous avoue que moi, ce qui m'a vraiment frappé, quand vous avez suivi l'Euro, je pense que vous savez où on va aller. La première chose que je voulais évoquer vis-à-vis de cette preview, et tu me diras si tu es d'accord avec moi, Jérémy, c'est l'explosion de Franz Wagner, un des meilleurs rookies de l'an dernier, en tout cas à mon sens. Un apport très complet, déjà presque NBA ready, je pense qu'on peut le dire. Qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu de Franz Wagner, Jérémy? Moi, je m'attendais à avoir un joueur un peu unidimensionnel parce que je suis pas la NCAA. Quand je l'ai vu arriver avec son prototype physique et les préjugés qu'on peut avoir, je me suis dit qu'on va avoir un joueur offensif, mais je m'attendais pas à avoir un joueur déjà aussi complet qui est à la fois capable de créer pour lui-même et pour autrui. Un joueur qui, je trouve, a un potentiel défensif intéressant. Et même si je peux pas dire que j'ai suivi sa saison de très près, du coup, la draft de cette année, je trouve, leur permet d'avoir un duo qui, s'il se révèle dans le temps, peut déjà être très intéressant, quoi. Ouais, on va en parler de ce duo, bien évidemment, de la draft d'Orlando, il choisissait avec le premier pick, le first pick, bien sûr, de cette draft. Et donc, on va forcément parler de leur choix juste après. Mais c'est vrai que du coup, pour revenir à Franz Wagner, c'est vrai que moi, je l'ai repris un peu loin dans la saison. C'est pas le focus que j'ai fait en premier. Orlando, c'est pas celui que je m'imaginais faire. D'ailleurs, c'est pas vraiment le premier joueur qui devait exploser, puisque le Magic avait aussi drafté Jalen Suggs beaucoup plus haut. Et finalement, Franz Wagner, c'est lui qui a vraiment apporté la lumière à Orlando et de manière assez surprenante. Il a fait un peu les choses silencieusement. Enfin, ça n'a pas été non plus très, très mis en avant. Et moi, j'ai d'autant plus revu quelques matchs, même dernièrement, après l'Euro de Franz Wagner, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il soit aussi bon. Est-ce que j'ai vraiment raté ce point-là en NBA, etc. Et j'ai regardé pas mal de vidéos et autres sur lui. Il y a beaucoup de choses que j'aime chez ce joueur. Bien sûr, ce qui a marché en premier lieu, c'est tout l'aspect off-ball offensivement, que ce soit sur catch and shoot, à 3 points à distance, sur le tir, mais aussi bien sûr sur les cuts. C'est un très très bon cutter. Et bon, en tant que fan de Denver, on ne peut qu'apprécier. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Je suis d'accord avec toi. Et puis, ce que je trouvais très intéressant, surtout, tu me diras ce que tu en penses, et peut-être on en parlera plus, notamment avec le duo qu'il va pouvoir former avec Paolo Banchero, c'est tous les flashs qu'il y a chez Franz sur la création individuelle, que ce soit le départ en dribble, le drive. Il a vraiment, je trouve, il profite vraiment en fait de sa taille et de son dribble pour réussir à placer son footwork correctement, pour réussir à aller au panier sans se faire contrer, en frisant un petit peu la défense sur la zone intermédiaire. Il y a
beaucoup d'actions très intéressantes en termes de footwork. Alors bien évidemment, c'est un grand qui dribble et ça offre un immense avantage là-dessus vis-à-vis de certains défenseurs intérieurs. Et il l'utilise très bien. Pour l'instant, c'est pas encore son point fort et son point principal. C'est pas non plus un initiateur complet pour l'instant. Mais les flashs qu'on a vus, et notamment l'Euro surtout, n'ont fait que confirmer son potentiel à ce niveau-là. Et je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais moi, et le chat aussi, hein, si bien sûr, je le rappelle, s'il y a des fans du Magic qui seraient dans le chat, des rares fans du Magic malheureusement, n'hésitez pas à commenter et à nous dire ce que vous en pensez également. Moi, ce que je trouve aussi, c'était l'aspect des flashs de création collective. On a vu notamment Wendell Carter Jr. Commencer à s'épanouir dans cette franchise d'Orlando. Je trouve que c'est pas un hasard non plus et c'est pas complètement sans rapport avec Wagner qui crée du décalage en fait et réussit à lui remettre le ballon correctement, à faire des passes et avoir une bonne alchimie avec lui. Donc c'était quelque chose que je voulais noter, surtout que c'est des 2 points surtout qui élèvent assez considérablement le plafond de ce joueur et potentiellement de l'équipe, puisque en plus de ça, il va y avoir un duo potentiel, en tout cas annoncé, avec le first pick, donc on a déjà assez teasé comme ça. Paolo Banchero, le Magic se tournait vers l'intérieur nationalisé italien, puisque son père est italien. Qu'en penses-tu, Jérémy, de ce choix-là? Qu'est-ce que tu peux un petit peu dire sur Paolo Banchero avant que je puisse compléter potentiellement? Ouais. Alors déjà, moi ce choix-là, j'étais persuadé qu'il y avait un peu un choix acquis de Chet Holmgren, donc j'ai été assez surpris de voir qu'il prenait Paolo Banchero. Donc du coup, pour faire cette preview, je me suis penché un petit peu sur le joueur comme je disais, je connais assez peu vu que je ne suis pas à la NCAA. Et donc de ce que j'avais entendu, on était sur un scoreur d'élite, gros physique, dont voilà, la principale faculté était d'être un finisseur. Et alors, de ce que j'en ai vu, de ce que j'en ai lu, j'ai l'impression qu'entre ce qu'on nous vend et ce qu'on va avoir, on a quelque chose d'un peu différent. À savoir que non, ce n'est pas qu'un scoreur d'élite, c'est un joueur qui est plutôt complet, dans la mesure où, en fait, moi, ce qui m'a le plus plu chez lui, c'est peut-être son jeu de passe. Il n'est pas encore, je veux dire, en totale maîtrise dans ce registre, mais pour son âge et pour le potentiel physique qu'on lui prête, je trouve qu'il a une bonne vision de jeu et surtout qu'il a une belle exécution de passe. Et vu qu'on parlait justement de Wagner, ce qu'on peut se dire naturellement, c'est avec 2 ailiers très grands comme ça, qui sont tous les 2 capables de faire de la création pour les autres et de faire la passe dans le bon timing, on a quelque chose qui va être très intéressant à développer d'un point de vue collectif. En revanche, là où j'ai été un petit peu moins séduit, c'est sur la partie scoring. Alors, quand on voit des highlights, effectivement, c'est assez impressionnant. Néanmoins, quand on regarde les volumes de scoring et finalement l'efficacité globale, j'ai du mal à voir un scoreur élite. C'est-à-dire que même en NCAA, il a des pourcentages qui sont pas exceptionnels. Et du coup, je me dis, ils ont peut-être pas trouvé une première option offensive naturelle d'un joueur qui va facilement scorer au-dessus des 20 points par match et tous les soirs aligné. Par contre, ils ont peut-être la possibilité, avec un effectif très profond et ce duo Wagner-Paolo Banchero, de créer quelque chose qui a une belle synergie. Et donc dernier point, on va dire sur Banchero, quand on a ce genre de joueur, on se dit: «Bah, alors on a récupéré un grand ailier donc avec une belle envergure, très physique, très athlétique. Qu'est-ce que ça va donner en défense?» Pour le moment, je pense que ce que ça va donner en défense, c'est un petit peu une interrogation parce qu'on n'a pas un joueur qui est abouti dans le sujet, mais il y a un tel potentiel que, une fois en NBA, on peut avoir des transformations. On le sait, on a vu des joueurs, qui des fois étaient annoncés comme des potentiels très défensifs, devenir de très bons joueurs offensifs et délaisser la défense et vice-versa, hein. Donc je pense que là-dessus, en fait, c'est juste trop tôt pour se dire, voilà, une fois à l'étape professionnelle NBA, qu'est-ce qu'il va donner? En l'état, c'est un petit peu décevant, mais il y a un tel potentiel physique dans cette équipe du Magic que, en vrai, ça peut cliquer, quoi.
Alors qu'on on parle de Paolo Banchero et Guillaume apparaît. Je crois que voilà, ça veut tout dire. Je sais qu'il a. J'ai vu tes tweets, Guillaume, sur Banchero, bien évidemment, qui le suivait petit à petit pendant que tu préparais ton épisode de draft cet été, et enfin avant la draft plutôt. Et c'était très intéressant à suivre. Oui, il y a aussi, tu parlais de l'aspect efficacité sur le scoring, alors qui est plutôt mis en avant de base par rapport vis-à-vis de ce joueur. Il y a un aspect, je pense, enfin, de ce que j'ai lu, encore une fois, moi, je ne suis absolument pas spécialiste prospect. Je me suis surtout beaucoup renseigné avant la vidéo, avant cette preview, pour pouvoir vous en parler et faire un petit résumé. C'est vrai qu'il y a certains profilages de la draft qui parle de sa prise de décision qui n'est pas toujours au top encore vis-à-vis de ses options de scoring, et donc ça peut être peut-être aussi dû en partie à ça, ça peut se gommer en partie, je pense, et puis aussi des limites un peu sur le shoot, sur le dribble, sur le pull-up qui sont pas encore tout à fait abouti, et donc du coup à parfaire potentiellement, mais je pense que et c'est pour ça que son plafond est assez haut, et c'est pour ça qu'il a été choisi aussi haut, c'est pas non plus des choses réverbatives. Sur la défense, j'ai entendu plus de limitations quant à je te rejoins sur l'aspect athlétique, tout en puissance aussi, et donc du coup un potentiel très clairement imaginable. Après c'est surtout sur le positionnement, sur la défense off-ball, savoir se placer, savoir anticiper certains mouvements de l'équipe adverse, certains mouvements offensifs, et ça c'est vrai que ça je me dis que c'est toujours plus difficile à acquérir en termes de défense. Alors ça veut pas dire qu'il ne le fera pas, et puis de toute façon tous les rookies, c'est très rare les rookies qui arrivent à s'adapter très vite à ce niveau-là, il y a toujours une marge d'évolution, donc on sera d'accord pour dire que voilà, ce sera pas le premier ni le dernier, et je te rejoins, je suis très d'accord avec toi. Ce qui va être intéressant, moi je trouve, et ce que j'ai noté surtout avec ce Magic, c'est le fit avec Wagner. Je trouve ça très très intéressant et très excitant en fait d'un point de vue spectateur, lambda en plus, puisque je ne suis même pas supporter de la franchise, de voir potentiellement deux créateurs au moins secondaires. Ça c'est peut-être aussi une des choses en question, mais forcément ce sont des jeunes joueurs, donc on verra s'ils peuvent devenir des initiateurs premiers. C'est toujours plus ou moins une question quand même à cet âge-là. Mais en tout cas, d'avoir deux créateurs sur le front de courte, je trouve que c'est assez rare. Et alors, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, je l'ai même pas noté dans les notes, mais c'est un peu freestyle, tu me diras, vous me direz dans le chat. Est-ce que ça te semble envisageable un front de courte avec Banchero en ailier, Franz en ailier fort, entre guillemets, ailier fort, hein, et en pivot Wendell Carter Jr. avec vraiment un fond de courte très grand du coup, un peu comme on l'a vu aux Cavs, mais alors dans une toute autre mesure, puisque les Cavs étaient plus d'un aspect défensif cette année. Est-ce que ça te semble déconnant, ou je sais pas, c'est une idée que j'aimerais bien voir, voilà. C'est une idée qui me plaît. Après, c'est ce que je disais d'ailleurs en intro, et je pense que c'est pour ça que cet effectif du Magic il va être en mouvement permanent. C'est qu'en fait, il y a un peu deux générations de reconstruction qui vont se chevaucher. Et donc, en fait, par exemple, si tu veux remettre une couche sur, par exemple, le Mo Bamba, tu peux très bien avoir Mo Bamba qui revient à un moment donné comme un starter si vraiment il arrive à reprendre. Je sais pas, du poil de la bête. Et du coup, je pense que Wendell Carter Jr. qui peut jouer 5 ou 4, ou j'ai des joueurs comme Banchero et Wagner qui peuvent jouer 3 ou 4, je pense qu'ils vont un petit peu suivre le mouvement de ce que cette équipe du Magic va être. Mais je suis persuadé qu'à un moment donné, effectivement, tu vas avoir un en 3, un à 4. Et puis il y a des séquences dans lesquelles ça va décaler peut-être tout ça, parce que tu as toujours Jonathan Isaac qui peut revenir, tu as toujours Mo Bamba qui est dans le coup. Et donc, oui, cette relation 3 à 4, moi je la vois bien, et je pense que dans la tête des dirigeants du Magic, c'est peut-être un petit peu leur avenir de jouer avec ce duo de grands ailiers, autant capables en attaque de créer pour eux-mêmes et pour autrui, qu'en défense, avec leurs grands segments, d'être des défenseurs tout à fait viables, quoi. Et ça parle pas mal du coup dans le chat qui nous dit plutôt Franz en 3 et Paolo en 4. C'est confirmé, alors c'est Guillaume qui nous dit ça et Kawalito qui confirme, en ajoutant qu'Orlando n'a pas de Garland Rubio, effectivement. Et on va pouvoir justement, tu m'offres la transition parfaite, puisque
On va pouvoir vous montrer déjà cette illustration signée Jordan, bien évidemment, comme d'habitude, en charge de nos élus chez QI Basket, et puis passer sur la preview pour parler un petit peu plus du roadster qui va nous intéresser, le roadster du Magic, pour avoir un peu ce dont on parle à côté de ce duo potentiel d'intérieur créateur et très excitant offensivement. Alors je voulais vous montrer 2-3 vidéos de Franz Wagner, le profil d'envergure bien sûr sur Paolo Banchero. J'ai absolument tout oublié parce que je suis sur les dents puisque j'ai pris mon temps hier, et donc du coup là maintenant je rush absolument les choses. Donc je vais quand même revenir pour dans le chat vous donner toutes les ressources habituelles bien sûr pour ceux que ça intéresserait, avec pour commencer notre preview écrite encore une fois à quatre mains par Xavier et Jérémy. Ensuite une vidéo que je trouve très intéressante sur Franz Wagner qui explique un petit peu toute son explosion et les choses à regarder du côté du joueur allemand, le profil envergure de Paolo Banchero, bien sûr un classique, ainsi que leur podcast que je vous conseille particulièrement puisque ça va vraiment dans le détail et c'est synthétique, très bien animé je trouve, donc je vous conseille fortement. Et enfin bien sûr le sixième homme également qu'on salue, qui a fait un très bon scouting report lui aussi, donc voilà, c'est fait. Donc je les ai pas mis derrière la vidéo, vous m'excuserez du coup, j'ai un petit peu rushé, mais voilà. Toujours est-il, nous revenons à cette preview du Magic, et on parlait donc on allait venir bien sûr au roadster plus globalement, et on va faire un petit tour déjà du roadster à l'oral pour vous donner une impression d'ensemble. Au poste de meneur, on a Cole Anthony, Markelle Fultz, R.J. Hampton. Au poste d'arrière, Gary Harris, malheureusement encore blessé a priori, grand deuil pour nous, moi et Jérémy. Terence Ross, Jalen Suggs, Kevin Harris, pardon. Au poste d'ailier, Franz Wagner donc, Ignace Brazadeikis, Admiral Schofield, un nom incroyable je trouve. Au poste d'ailier fort, Paolo Banchero, Jonathan Isaac, Chuma Okeke, Caleb Houston. Et au poste de pivot, Mo Bamba, Wendell Carter Jr., Mo Wagner et Bol Bol, autre recrue de Denver qui ne fera pas long feu dans la ligue, malheureusement. Par rapport à ce roster, j'ai noté quelques petites choses dans les notes. Est-ce que tu as quelque chose sur lequel tu veux amener l'attention en premier lieu, Jérémy? Ce soit sur, on parlait peut-être de Mo Bamba, Wendell Carter Jr. au poste de pivot, on peut parler aussi du backcourt, qui est peut-être un petit peu limité sur certains aspects. Par quoi tu veux qu'on commence? Alors, on pourrait commencer par le backcourt parce que je pense que c'est une grosse problématique aujourd'hui pour la franchise, parce qu'ils se retrouvent avec 3 voire 4 meneurs, hein. Ils ont ce groupe-là qu'ils ont constitué avec d'un côté Markelle Fultz qui est revenu au milieu, euh, Cole Anthony et Jalen Suggs qui font des débuts de carrière, on va dire, mitigés. Et donc ils vont, je pense, avoir un choix à faire assez rapidement, de savoir à qui ils donnent les clés du camion, euh, et qui ils décalent sur le poste d'arrière et dénature un petit peu. Et effectivement, je trouve qu'il y a un choix très difficile parce qu'on a d'un côté le joueur qui serait celui qui pour moi est le choix idéal, c'est-à-dire Markelle Fultz, mais qui n'a pas réussi pour le moment à faire une saison tranquille sans blessure. Et quand on construit un effectif, bah, la santé d'un joueur, c'est capital. Et à côté, il y a Cole Anthony, qui concrètement, sans vouloir être méchant, n'est pas un meneur de jeu. J'ai du mal à voir Cole Anthony vraiment perdurer très longtemps à haut niveau NBA s'il reste un créateur très limité et un scoreur moyen, voire médiocre. Et Jalen Suggs, qui est un petit peu décevant dans la mesure où ils attendaient un joueur très abouti tout de suite et qui, pour le moment, est absolument catastrophique dès qu'il s'agit de scorer. Donc il y a une sorte d'articulation entre ces 3 joueurs, plus éventuellement R.J. Hampton, mais je pense qu'on peut parler plutôt d'un arrière, qui doit se faire et qui pourtant est capital parce que bah voilà, il faut alimenter ce duo Wagner, Paolo Banchero qui sont des seconds créateurs. Et à un moment donné, il va falloir trouver lequel de ces 3 joueurs sur lequel ils ont parié est vraiment celui sur lequel il faut construire, quoi. Ouais, je te rejoins complètement. Le chat, a priori, te rejoint encore plus, va même encore plus loin, est assassin
avec Cole Anthony, puisque on dit que si on est méchant, c'est pas un basketteur. Voilà, globalement, hein, c'est le message de Perigno dans le chat, qui va encore plus loin, hein, que Guillaume, puisque il est plus violent, parce que c'est pas trop un joueur NBA tout court pour l'instant, Anthony, nous dit Guillaume. Voilà, donc ça c'est fait. Pourtant, moi j'aime beaucoup Cole Anthony. Dans ses interviews de post-game, j'ai l'impression qu'il est constamment sous cocaïne après ses gros matchs, ça me fait beaucoup rire. Mais c'est vrai que je ne suis pas fan du Magic, et donc je comprendrais qu'on puisse être beaucoup plus critique envers ce joueur. Tu l'as dit, moi c'était vraiment la grosse frustration de début de saison Markel Fultz, parce qu'il y avait un dernier quart de saison l'année passée où il revenait bien, et on voyait aussi un peu la différence entre lui et des créateurs comme Jalen Suggs ou Cole Anthony, c'est-à-dire alors pour Cole Anthony vraiment un créateur moyen, pour Jalen Suggs peut-être un créateur qui n'est pas encore au niveau attendu, mais qui a encore du temps. On va pas non plus jeter le rookie en pâture, ce sera que son saison sophomore cette année, donc il a le temps de s'améliorer. Moi j'ai pas eu la chance de trop le voir, Jalen Suggs, donc je dois avouer un peu mon ignorance à ce niveau-là. J'ai juste vu effectivement que dans les chiffres il y avait un très gros problème d'efficacité au shoot notamment, et bien sûr de plus en plus difficile en s'éloignant du panier. Donc est-ce qu'on croit à l'un de ces joueurs pour Jalen Suggs, notamment justement parce que voilà, encore une fois, Cole Anthony, à la limite peut-être dans un rôle de sixième homme un petit peu pétard, puisque ça a l'air quand même d'être sa capacité majeure, ses points positifs majeurs, c'est de scorer de manière un peu folle. Et donc c'est souvent des rôles qui leur sont attribués, mais voilà, Fultz, ça semble de plus en plus impossible, sa viabilité en NBA. Est-ce que Jalen Suggs, est-ce que dans le chat il y a des joueurs, des gens qui l'ont suivi, des supporters du Magic, est-ce qu'on peut quand même envisager sur le long terme un upside du côté du shoot notamment, et quelque chose de viable, ou est-ce que finalement ce sera pas une reconstruction encore une fois qui durera, et un poste sur lequel aller chercher dans le futur d'autres talents? Je sais pas toi si tu as trouvé Jalen Suggs, moi là je suis un peu limité là-dessus, donc je dois avouer. Jalen Suggs, faut quand même, voilà, c'était une première saison visiblement qui a été très compliquée, mais la mécanique est pas mauvaise. Dans le choix en fait des shoots, je trouve qu'il force pas le jeu. C'est juste que ça rentre pas dedans, et bon, quand on voit en tout cas son passage en NCAA, le peu que j'en ai capté, je pense pas que ce soit complètement perdu pour lui, au contraire même. C'est déjà un joueur qui est extrêmement propre balle en main, c'est un très bon créateur pour les autres. Bon, il faut juste qu'il arrive à augmenter ses pourcentages, et honnêtement, il part de tellement bas qu'a priori, la progression va se faire, je pense, plutôt tranquillement, et peut-être que d'ici 2-3 saisons, en vrai, on aura un meneur extrêmement complet. Peut-être pas aussi fort que ce qu'est Fultz, mais bon, qui lui pourra jouer les matchs, donc ce sera peut-être suffisant pour faire la différence, quoi. Alors qu'on va saluer, et je pense que je vais pouvoir peut-être repasser sur l'autre écran pour avoir le chat bien évidemment d'afficher. Alors qu'on salue Tom, bien évidemment, Tom de Dunkibdo, toujours. Salut à toi Tom, pas de souci pour le replay, tu passes quand tu veux bien sûr. Guillaume qui nous dit pour l'instant les fondations d'un Orlando Magic compétitif d'ici 4-5 ans c'est Suggs et Paolo à mon sens, pas plus. Donc pas de Franz Wagner de ton côté Guillaume, je suis intrigué du coup, mais pourquoi pas. Est-ce que du coup moi j'ai un autre déficit potentiel sur le backcourt, alors qu'on parlait de Jalen Suggs, c'est peut-être l'aspect défensif, que ce soit Banchero, que ce soit Franz Wagner, mais aussi Suggs, c'est pas forcément des joueurs dont on parle pour du côté défensif du terrain en premier lieu. Si j'ai oublié Franz, voilà, ça me rassure. Alors que Tom nous dit une statue pour Isaac, oui c'est bien la seule chose qu'on pourra faire avec Jonathan Isaac, à la limite une statue, si on a du bronze à perdre néanmoins. Et est-ce que pour autant il y avait, tu le disais en début de live, cette overlap, ces deux reconstructions qui se chevauchaient, avec à l'époque beaucoup plus de fric défensif. Est-ce que justement on croit, vous avez compris, moi je suis un sceptique, à cet apport de Jonathan Isaac potentiel défensivement? Est-ce que c'est pas un joueur comme Mo Bamba qui est quand même
potentiellement un pivot plus défensif qui peut l'amener. Quels sont les points d'amélioration possibles de ce côté-là du terrain, même dans le futur, pourquoi pas, pour se projeter un petit peu plus loin? Je pense que c'est assez dur je trouve, de juger de la défense de joueurs aussitôt dans leur carrière. Donc oui, en fait, idéalement, par exemple, sur tes lignes arrière, tu as envie de développer Fultz et tu as envie de croire qu'il peut revenir parce qu'il a déjà tout, en fait. Et notamment de ce côté-là où il est à des années-lumière des autres joueurs. Maintenant, je pense que ta défense sur les lignes arrière, c'est pas la première chose à laquelle tu penses quand tu essayes de construire un roster et éventuellement, on voit qu'autant le poste 1 aujourd'hui est bardé et qu'il y a un choix à faire, autant, dans les années, aller recruter un arrière qui va un petit peu compenser peut-être le manque du meneur, ça peut suffire déjà à combler pas mal de trous, et puis, bah, il y a toujours ces 2 reconstructions qui se chevauchent et je trouve que bon, Wendell Carter Junior, enfin, il y a de belles choses défensivement. On ne sait pas encore comment va se développer Paolo Banchero. On ne sait pas ce qui va être tiré des potentiels départs ou de l'évolution de Mubamba, de Jonathan Isaac, qui effectivement étaient des frics défensifs. En tout cas, on espérait qu'ils puissent l'être. Donc je me dis, en fait, ils sont assez tôt, je trouve, dans le projet. Et il y a tellement de mouvements qui peuvent avoir lieu ou de choix de draft que bon. Moi, je suis pas forcément pessimiste par rapport à cette dimension-là du jeu. Je pense que ma crainte aujourd'hui, si j'étais le Magic, c'est est-ce que je vais trouver un joueur suffisamment fort, au contraire offensivement, pour aller construire mon équipe. Je pense que ce serait la base de ce que je voudrais, quoi. Et donc c'est ça que j'évaluerai cette année. Est-ce que on a oublié des choses? Est-ce que dans le chat, il y a des choses sur lesquelles vous voudriez qu'on revienne pour cette équipe du Magic? On a fait globalement le tour de nos notes, mais on peut revenir bien évidemment sur d'autres choses. Pendant que je vous lis, Guillaume qui nous dit: on ne peut pas trop faire de raisonnement logique sur Isaac. Niveau All Defense en 2020 et 2 ans d'absence, on n'en sait rien de si ça va redevenir génial ou continuer à ne rien faire malheureusement. Et bien évidemment, on en parlait hier avec les blessures du côté de Casey, il y a un moment aussi où le facteur blessure rentre en jeu et la marge de gestion à ce niveau-là n'est pas des plus grandes, donc on subit aussi ça, donc on a plus qu'à espérer. Tu parlais de Markel Fultz, moi c'est voilà, un des joueurs où on espère chaque année et c'est vrai qu'on est encore déçu. Bon. Et après, on est quand même sur une fracture du doigt de pied. Pour le coup, on n'est pas sur un truc où on se dit ça va vraiment Oui, impacter sa saison et sa mais bon, carrière. il y a eu les autres choses avant, donc moi... Il y a eu d'autres choses avant. Mais oui, non, mais soyons pas trop pessimistes. Moi, faut toujours y croire. Tu as Euh, raison. là où je, là où Jonathan Isaac, bon, on peut se dire que ça fait peur. C'est-à-dire que 2 ans pour revenir d'une blessure, là, Ouais, surtout pour un un joueur petit peu qui compliqué. se comptait sur ses qualités athlétiques autant que lui, et moins sur ses aspects techniques, ça c'est d'autant plus dommageable. Tom nous dit pour la défense au point d'attaque, pas vraiment besoin d'un joueur de petite taille. Si t'as un mec plus grand qui fait le taf, c'est good. Effectivement, vu que ton premier porteur de balle est plutôt de grande taille. Merci pour la précision Tom, tu as tout à fait raison, je te suis assez là-dessus. Perigno qui nous dit Caleb Houston sera multiple star, on a fait le tour. C'est vrai que je vois que tu es très haut sur lui. Alors moi j'ai pas eu le temps trop d'aller voir les autres rookies en dehors de Paolo Banchero, j'avoue. Si dans les commentaires YouTube vous pouvez bien sûr faire un complément, n'hésitez pas. Du coup, qu'est-ce qu'il dit nous Caleb Houston commençait Perigno. Est-ce que c'est une vanne? Parce que je crois que... Ah non, non celui-ci c'est bon. Parce que j'ai été chercher les deux rookies sur envergure et non c'était l'autre, c'est Kevin Harris qui n'apparaissait pas, donc je me suis dit bon très bien, ça doit être un pic très lointain, alors que Val qui rentre dans le chat bien sûr te tacle sur ton pessimisme présumé, Jérémy. Ouais, mais là, c'est pas ma franchise, donc je peux pas être. Ça va, je peux être objectif. C'est une blessure ou plusieurs blessures consécutives, nous demande Kawelito. Il me semble Ah, c'est une seule. pour Isaac, ouais, c'est une seule. Donc voilà, si c'est à peu près tout. Est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à cette équipe d'Orlando, Jérémy? Si tu veux conclure, je te laisse le mot de fin, bien évidemment. Enfin, non, mais si je devais conclure sur un truc, je dirais que et c'est ce que j'ai réalisé l'année dernière, c'est que c'est une équipe qui peut être très sympa à regarder. Il y a énormément de potentiel. Euh,
dans le 5 de départ et même sur le banc de joueurs qui vont être intéressants à suivre et dont je pense on va voir le développement, que ce soit à Orlando ou ailleurs, parce que je pense qu'une partie va devoir partir. Et c'est une saison qui, je pense, va être extrêmement importante pour Orlando pour justement arriver à dessiner qui fait partie du projet et qui, au contraire, doit s'en aller, ne pas être signé ou être transféré. Euh, et si le coaching staff fait le taf, on peut avoir une saison d'Orlando qui peut être une équipe sur laquelle on va cliquer sur le League Pass, donc à suivre. Je troll pour le côté All-Star, mais j'aime beaucoup son profil de scoreur potentiel 3&D bien sympa, nous dit Perigno en parlant bien évidemment de Caleb Houston du coup. Et bien merci beaucoup pour la précision. Et puis je me permets de dire à Guillaume que ce qui est bien dans le live comme ça quand on anime, c'est qu'on peut esquiver certains messages. Voilà, Carlito80, bienvenue à toi. Rentre dans le 5, n'hésite pas si tu as des commentaires à faire dans le chat, on vous lit, on partage avec vous bien évidemment. C'est tout l'intérêt du live et de ces previews augmentées. Je te suis totalement sur l'aspect intéressant d'Orlando. La saison passée, une des équipes, et je le disais hier, que j'aimais bien regarder malgré les résultats et dans ce range de développement, c'était notamment OKC. Cette année, je pense qu'Orlando, je vais m'y attarder beaucoup plus, malgré, comme nous dit Kawelito, le potentiel faible en termes de victoire, sympa, mais qui va quand même finir top 3 pick. Wembanyama l'année prochaine et ça devient fou, nous dit Kawelito. C'est vrai, on connaît la hype du français et la cote du français pour la prochaine draft. Alors que Val nous dit, et je suis d'accord avec lui malgré tout, faut arrêter de leur filer des grands aux grands bras à Orlando, ils savent pas quoi en faire. C'est pas complètement faux, donc peut-être qu'on ne souhaite pas forcément ça pour le français. On s'arrête là-dessus du coup pour le Jazz, pour le Magic, pardon. On a une question de Guillaume qui dit, question sérieuse en plus, donc il précise. Parfait, ça en février, qui ne fera plus partie de l'effectif selon vous? Allez, vas-y, amuse-toi bien. Si, moi il y a des joueurs comme, je pense qu'RJ Hampton a fait le cut, je pense. Alors que Piratski nous rejoint, bienvenue à toi. Je pense qu'RJ Hampton, qui est passé par Denver, je pense que surtout qu'il doit être dans sa 3 ou 4e année rookie. Je suis pas sûr. 3e max. Ouais, je suis pas sûr qu'il retrouve quelque chose après son contrat. J'ai pas l'impression qu'il aille beaucoup montrer de choses. Terence Ross qui végète un petit peu là, est-ce que qui va aller le chercher? Je connais pas après du tout son contrat, donc je lis juste les choses comme ça. Bamba a été prolongé 2 ans, donc il fera objectivement partie encore du projet pendant quelques temps, et il pourra peut-être encore se montrer. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Après, pour être tout à fait honnête, je connais pas non plus tous les autres joueurs, et puis Gary Harris est encore blessé, quoi. Qu'est-ce que t'en penses toi, Jérémy? Terence Ross, c'est sa dernière saison visiblement. J'ai l'impression qu'il a un peu il est un peu dans le même cas qu'Eric Gordon dont tu parleras bientôt. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait dû partir il y a 2 ans, il est toujours là, donc j'ai la sensation que potentiellement il fera partie d'un échange en février, mais je pense pas qu'il y aura un échange pour lui, quoi. C'est-à-dire qu'à ce stade, il va peut-être aller au bout de son contrat. Mais effectivement, je pense que moi, celui que je vois le plus bouger, c'est Isaac. Mais à condition qu'on le revoie jouer avant février, quoi. C'est-à-dire que là, quand on nous dit qu'il sera pas présent au training camp et qu'il sera donc pas là au début de saison, est-ce qu'il y a une équipe qui va s'engager sur un contrat de 20 millions par an sur un joueur qui n'a pas joué depuis 2 ans et demi? Ça me paraît un peu compliqué, donc peut-être Mouamba. Moi, je vois bien Mouamba partir s'il ne satisfait pas en début de saison. Je pense que voilà, il sera arrivé, il sera transférable et il aura 2 ans de contrat. Il y aura peut-être une équipe qui se dira, allez, sur mon banc, je tente. Mais c'est vrai que je vois pas grand monde bouger finalement dès cette trade deadline. Ouais, c'est Tom qui nous parle d'Isaac, qui pense qu'il y a
des franchises qui pourraient tenter le pari du genre Toronto ou Indiana. C'est vrai que Toronto n'a pas assez de fric défensif. C'est le profil qui leur manque. Hein. Mais je peux le comprendre. Indiana aussi qui est dans un grand chamboulement. On va parler de reconstruction, de début de reconstruction avec le Jazz. C'est un peu la même situation dans l'Indiana. Guillaume qui annonce Dallas qui balance les 20 millions de Bertans contre les 17 d'Isaac. Un pari, mais un pari cher. C'est intéressant parce que dans les profils, c'est très opposé et donc du coup, il y a vraiment une notion de besoin intéressante. Tom qui parie sur qui parie. Dallas doit miser sur Siakam. Effectivement, après l'échange, pas l'échange, mais la réunion ratée d'il y a quelques années entre Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo, ce serait un moindre mal. Mais un mal quand même pour les équipes de l'Ouest. Pensez à nous, à Denver. On ne veut pas que Luka Doncic ait beaucoup plus d'aide qu'il en a déjà. Avec Jérémy, en tout cas. Non, mais Jonathan Isaac, c'est bien, il joue pas. Donc, voilà. Et puis, de toute façon, il se pètera. Et puis, comme ça, il n'y aura pas de... non, pas de problème. Non, c'est pas ce que je lui souhaite non plus, remarque. Effectivement, Isaac, on va le prendre à San Antonio. Popovic va lui mettre 3 claques et il rejouera à basket. Vous inquiétez pas. Non, entre parenthèses, non, je ne crois pas non plus. Popovic ne met plus de claques. Il est trop fatigué pour ça. À Miami, qui a le contrat de Duncan Robinson pour Isaac. Mais est-ce que tu connais l'amour de Spoelstra pour Duncan Robinson en saison régulière, même si c'est une connerie parce qu'après il le bench tous les playoffs, hein? Donc bon, je ne sais pas. Même si je pourrais être d'accord du coup quelque part, mais pour Isaac quand même perdre autant de force, je ne sais pas. Voilà, Guillaume est d'accord avec moi. Robinson n'est plus vraiment désiré, nous dit Kawito. Je sais pas. Les kinks de Spoelstra sur ses playbooks de saison régulière, ils sont très étranges. Bref, on s'éloigne un petit peu. Je vous propose du coup qu'on passe au Jazz dans l'autre conférence, la conférence. Ouais.